Où en est-on des parrainages? Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2017 en fin de journée. Alors les parrainages, il y a eu du nouveau. Le nouveau, c'est que conformément à cette nouvelle procédure qui a été définie par la loi Urvoas, le Conseil constitutionnel a publié pour la première fois la liste des parrainages officiels, donc validés par le Conseil constitutionnel, obtenus par toute une série de personnalités. Voilà. Il y a 26 personnalités qui ont obtenu au moins un parrainage et le Conseil constitutionnel a donné cette liste aujourd'hui même, ce mercredi 1er mars, vers 17 heures. Alors qu'est-ce que l'on remarque? Donc il y a eu 26 personnalités. Pour ce qui me concerne, j'ai eu donc 60 parrainages, ce qui me place en 7e position. Auparavant, il y a M. Fillon qui a obtenu 738 parrainages, qui pour l'instant est le seul qualifié à ce stade de la collecte des parrainages. Il faudra vérifier s'il a 50. Il faudra vérifier s'il a 30 départements minimum, mais c'est très probable quand on a 738 parrainages. En numéro 2, c'est M. Macron qui a 229 parrainages. En numéro 3, Nathalie Arthaud qui a 201 parrainages. En numéro 4, Benoît Hamon qui en a 184. En numéro 5, Jean-Luc Mélenchon qui en a 87. En numéro 6, Jacques Cheminade, 61. En numéro 7, donc moi-même avec 60. En numéro 8, Philippe Poutou avec 35 parrainages. En numéro 9, Nicolas Dupont-Aignan avec 31 parrainages. Et en numéro 10, Marine Le Pen avec 25 parrainages. Les autres ont obtenu moins de 15 parrainages pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est la toute première publication. Il ne faut pas en tirer des conséquences définitives. Pourquoi? Parce que les parrainages officiels ont été adressés par le Conseil constitutionnel aux maires. Ça a été posté par le Conseil constitutionnel vendredi dernier aux alentours de 16 heures de l'après-midi. Ça veut dire que les premiers parrainages officiels sont arrivés chez les maires le samedi matin dans environ peut-être 30 à 40% des départements. Le lundi matin, c'est-à-dire avant-hier, dans à peu près 40% des départements. Et hier, mardi 28 février, dans le reste des départements. On me dit d'ailleurs qu'il y a quelques communes encore qui n'auraient pas reçu les parrainages en ce 1er mars. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel a comptabilisé les parrainages officiels qui avaient été envoyés chez les maires et que ceux-ci avaient immédiatement renvoyé au Conseil constitutionnel et ça était arrivé suffisamment à temps pour que ce soit comptabilisé aujourd'hui à 17 heures. Voilà. Donc il ne faut pas inférer de ces parrainages un résultat définitif. Voilà. Cela étant, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir pour tous les efforts que nous avons consacrés de voir que, pour l'instant, je suis le 7e sur 26 personnalités. C'est d'ailleurs parmi les 10 premières personnalités, je suis le seul qui soit relativement encore inconnu du très grand public. Voilà. Et qui, avec 60 parrainages obtenus dès la première publication, est loin de se classer en 10e position. On est un peu surpris d'ailleurs de voir que Mme Le Pen n'en a que 25. Probablement, c'est des problèmes d'organisation interne au Front National qui d'ailleurs ne plaident pas beaucoup pour l'organisation de ce parti. Voilà. A contrario, on voit que M. Fillon en a eu 738 du premier coup. Il faut quand même préciser que le Conseil constitutionnel avait adressé aux détenteurs du pouvoir de signature, parmi lesquels on compte les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les députés européens, le Conseil constitutionnel à toutes ces personnes-là avait adressé par porteur spécial. La poste, ça avait été pour les maires. De telle sorte que les grands partis politiques, ceux qui ont des députés et des sénateurs à Paris, eh bien, les députés et les sénateurs avaient en main, dès le vendredi soir, les documents. Ça veut donc dire que c'est assez normal qu'ils en aient fait beaucoup. Quelle est la suite des événements? La suite des événements, c'est qu'il va y avoir vendredi prochain, donc après-demain, la deuxième publication où le Conseil constitutionnel va publier de nouveau les parrainages totaux reçus. Et puis ça sera ensuite, donc c'est vendredi 3. Et puis ensuite, ça sera les mardis et les vendredis.
Donc ça fera le mardi 7 mars, puis le vendredi 10 mars, puis le mardi 14 mars, puis le vendredi 17 mars. Le vendredi 17 mars étant la date limite, la date butoir pour aller déposer pour que le Conseil constitutionnel, plus exactement, reçoive par la poste, puisqu'il doit tout recevoir par la poste, reçoive par la poste les parrainages. Alors, nous, comment on se situe là-dedans? Je précise que on a regardé minutieusement. Il y a eu les 60 parrainages que j'ai obtenus en ma faveur émanent de maires qui sont situés dans 30 départements. Alors ça, c'est un élément intéressant aussi à savoir, puisque justement, pour qu'une candidature soit validée par le Conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait au moins 500 parrainages, que dans chaque département, il n'y en ait pas plus de 50. S'il y en avait plus que 50, à partir du 51e, ça n'est plus comptabilisé. Seuls les 50 premiers sont comptabilisés. Et puis il faut également qu'il y ait à peu près il faut qu'il y ait un minimum de 30 départements représentés, départements ou territoires d'outre-mer. Alors c'est important de constater que nous avons dès le premier coup les 30 départements sur 30. Donc voilà, cette condition est déjà remplie. Il reste donc la condition essentielle, c'est la condition d'avoir les 500 parrainages. Voilà. Alors, je suis relativement confiant, mais il faut quand même que tout le monde se mobilise. On peut encore aller essayer de convaincre des maires. Je lance un appel vraiment très sérieux, parce que c'est bien parti, c'est vrai, mais rien n'est fait. Rien n'est encore fait. Il en manque encore 440 parrainages à obtenir. Donc je lance ici un appel à toutes les personnes qui m'écoutent pour que, encore une fois, si elles ont dans leur entourage un ami, un parent, un collègue, quelqu'un qu'elles connaissent bien, qui est maire d'un petit village, surtout qu'elles lui demandent d'essayer de me parrainer. D'ores et déjà, les maires de France qui vont regarder ce classement peuvent constater que je suis quelqu'un de sérieux. Il y a parmi les candidats, il y en a certains qui ont eu 1 ou 2 ou 3 parrainages. Là, le fait que nous en ayons obtenu 60 du premier coup montre que je suis quelqu'un de sérieux, montre aussi qu'il y a quand même déjà pas mal de maires qui se sont mobilisés. Hein, voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Mobilisez-vous, c'est très important, c'est trop important. C'est vraiment la dernière ligne droite maintenant. Ce serait vraiment horrible d'échouer à quelques unités près. On doit donc tous se retrousser les manches. Comment s'est passée votre visite au Salon de l'Agriculture ? Écoutez, la visite, je l'ai effectuée, en fait, je suis allé 2 fois. La première fois, c'était samedi dernier, et la deuxième fois, c'était aujourd'hui même, d'ailleurs. Pourquoi j'y suis allé 2 fois? C'était parce que la première fois, finalement, j'avais trop de rendez-vous, et il avait fallu donc que je reporte des rendez-vous à aujourd'hui. Alors, honnêtement, ça s'est très bien passé. Je vais au Salon de l'Agriculture depuis maintenant longtemps. Ça doit faire peut-être 7 ans que j'y vais, depuis que j'ai créé l'UPR. Les premières années, c'était un petit peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, d'avoir des rendez-vous. Là, pas du tout. Là, j'ai eu à peu près tous les rendez-vous que je voulais. J'en ai même eu que je n'avais pas sollicité. On est venu me chercher pour rencontrer des responsables de l'agriculture. J'ai pu d'ailleurs au passage noter avec satisfaction, une grande satisfaction, eh bien que je suis maintenant connu de plus en plus d'intervenants. La notoriété de l'Union populaire républicaine est en forte croissance, surtout dans ce public d'agriculteurs qui regarde beaucoup Internet. Hein. Il ne faut pas penser que parce que des gens vivent en province et notamment dans des zones rurales qui sont forcément coupés d'Internet. C'est pas vrai du tout. Il y a au contraire, moi j'ai rencontré des agriculteurs jeunes et moins jeunes qui étaient allés voir un certain nombre de mes conférences et d'ailleurs en étaient enchantés. Alors, qui est-ce que j'ai vu? D'abord, ça a commencé par une petite, comme d'habitude, si j'ose dire, j'ai été interrogé sur TV Agri, un petit entretien avec Jean-Paul Hébrard, qui est le journaliste de TV Agri. Ensuite, j'ai été reçu à la FNSEA. J'ai évidemment pas pu être
reçu par le président de la FNSEA, Xavier Belin, que j'avais rencontré il y a 2 ans, puisque, comme vous le savez, il est décédé récemment. Mais j'ai été reçu pour l'instant, il y a une vacance à la tête de la FNSEA. J'ai été reçu, j'ai pu m'entretenir notamment avec le secrétaire général adjoint qui s'appelle monsieur Daniel Prieur, qui est un agriculteur du Doubs d'ailleurs, et puis également avec le responsable des questions financières. J'ai noté qu'ils étaient intéressés par ce que je disais, et si j'ai bien compris, ils étaient un peu... ils ont noté que je ne passais pas comme ça, comme un politicard véreux habituel en train de serrer quelques mains avec une nuée de photographes. Moi, je n'étais pas entouré d'une nuée de photographes. Il y avait quand même avec moi samedi presque 35 adhérents de l'UPR qui étaient venus pour m'accompagner, ce qui était très bien. Mais en fait, mes interlocuteurs ont pu voir que je connaissais quand même assez bien les dossiers et que j'ai eu avec eux des conversations franchement tout à fait intéressantes. Ça s'est poursuivi après avec les jeunes agriculteurs, et notamment avec le président des jeunes agriculteurs. J'ai accepté d'ailleurs de signer leur charte. Ils ont fait une charte qu'ils demandent au candidat à la présidence de la République de s'engager. Je l'ai signé, sauf le dernier paragraphe. Je l'ai signé à l'avant-dernier, à la fin de l'avant-dernier paragraphe. Donc c'est sur une espèce de grand mur, de grand tableau mural qui est au salon. Et pourquoi je l'ai signé à l'avant-dernier paragraphe? Parce que le dernier paragraphe a été consacré à l'Union européenne et il fallait s'engager à promouvoir la politique agricole commune européenne, etc. Et comme évidemment, moi, je leur ai confirmé, ce qu'ils savaient d'ailleurs, que je souhaite faire sortir la France de l'Union européenne, je n'allais pas apposer mon paraphe à la fin de ce document, mais seulement après l'avant-dernier paragraphe. J'ai été également reçu ensuite par la Fédération des fruits et légumes, où j'ai eu un entretien du très grand intérêt, qui a d'ailleurs été enregistré, et qu'avec l'accord d'ailleurs des personnes qui m'ont reçu, nous allons mettre en ligne. J'ai également rencontré sur différents stands, on est allé me chercher, je suis allé sur le stand des Hautes-Alpes, parce que nous avons un de nos maires qui est originaire des Hautes-Alpes, Frédéric Robert, qui a rejoint l'UPR, qui me l'avait demandé, donc je suis allé dans ce stand. Ça a été très agréable. J'ai découvert que quelques stands plus loin, il y avait un fermier qui vendait d'excellents saucissons, d'ailleurs, soit dit en passant, qui m'a hélé parce qu'il connaissait l'UPR, il avait vu toutes mes conférences. Enfin bref, tout ça était tout à fait sympathique, même vraiment particulièrement sympathique. Et puis j'ai terminé le samedi avec une réunion à la coopérative, une grande structure coopérative, où j'ai rencontré l'un des dirigeants qui était un petit peu plus fermé, il faut bien l'avouer, sur les questions européennes, puisqu'il n'en démordait pas de l'intérêt de la construction européenne. Il faut d'ailleurs noter que c'était le seul de toutes les personnes que j'avais rencontrées qui n'était pas agriculteur lui-même. Et puis aujourd'hui même, donc j'y suis retourné, et alors ça devait être la grande affaire, c'est que monsieur... la grande affaire de samedi, c'est qu'au moment où j'y étais, il y avait l'inénarrable François Hollande qui était là, qui d'ailleurs s'est fait huer et qui avait fait une déclaration pour fustiger ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, la grande affaire, c'est que ce matin, il devait y avoir M. Fillon qui devait venir, et puis M. Fillon, pour des raisons dont on parlera sans doute ultérieurement, s'était fait porter pâle. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai été reçu notamment par M. François Dumas, qui est le président honoraire, président d'honneur de la coordination rurale, avec lequel j'ai eu vraiment un entretien tout à fait intéressant. J'ai d'ailleurs pu constater une très large convergence de vues avec ce responsable qui est quelqu'un qui connaît très bien à la fois l'agriculture, les traités européens, les questions économiques. Ça faisait plaisir de constater qu'il y a dans les syndicats agricoles des gens qui sont très compétents. J'ai également rencontré l'ANEFA et toute une nébuleuse, quatre associations, qui travaillent dans le domaine de la formation, les lycées professionnels agricoles, la formation au métier de l'agriculture, au machinisme agricole.
On a beaucoup parlé notamment du désajustement qu'il y a entre les demandes et les offres d'emploi. Il faut savoir que dans l'agriculture, en particulier sur certaines spécialités comme le machinisme agricole ou autre, il y a actuellement 16 000 offres d'emploi pour lesquelles on ne trouve pas de candidats. Ce qui pose quand même un problème quant aux orientations du ministère de l'Éducation nationale et quant à la nécessité d'avoir quand même une vision plus attractive pour le monde de l'agriculture. Voilà. Par ailleurs, eh bien, j'ai également rencontré sur d'autres stands. J'ai été voir d'autres stands. Voilà. Au total, ce passage au salon, ce double passage au salon de l'agriculture s'est révélé vraiment enrichissant. J'ai pu tester un certain nombre de dispositions du programme de l'UPR dans différents domaines. J'ai constaté que la notoriété de l'UPR se développe vraiment rapidement, qu'on suscite beaucoup d'intérêt et de sympathie. J'ai pu en tout cas constater que nous y sommes mieux accueillis que M. Macron, puisque cet après-midi, M. Macron s'est rendu au salon de l'agriculture, mais pas du tout dans les mêmes conditions que moi. Lui ne connaissait sans doute rien au dossier, c'est d'ailleurs assez le genre. Hein. On nous le présente comme un type absolument génial. Moi, j'avais pu le constater déjà que sur le fond des dossiers, il est d'une légèreté et d'une vacuité totale, mais ça on le voit dans son programme. Mais lui, il était entouré, comme c'était un produit marketing, il était entouré par une nuée de photographes, de journalistes, qui présentent du vide, voilà. Et il s'est fait recevoir, comme vous allez le voir sur cette petite vidéo, il s'est fait recevoir d'une façon qui fait honneur, finalement, eh bien, au monde agricole. Macron arrive enfin au salon de l'agriculture, lui aussi poursuivi par une meute de journalistes. Voilà, donc il s'est ramassé le énième œuf, parce que je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, en fait, les gens ont envie de lui envoyer des œufs à la tête. Et déjà à Montreuil, il y a quelque temps de ça, quand il était ministre, il s'était ramassé des œufs. Donc il y a soit des œufs, soit de la farine. Il manque plus que la tomate et les anchois pour faire une pizza, en fait. Voilà, bon, c'est assez pitoyable. En attendant, moi j'ai pu constater dans les travées, en parlant aux gens, que personne ne se fait ou la moindre illusion sur qui est M. Macron. Hein. Il y a que les médias qui considèrent que les Français sont assez bêtes pour ne pas voir qui est M. Macron. M. Macron qui est donc le candidat par excellence, le candidat de l'oligarchie, des milliardaires. Eh bien, n'importe qui en France, les gens sont quand même pas complètement décérébrés. Il y en a peut-être, mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes, notamment dans le monde de l'agriculture, où les gens ont beaucoup de bon sens. Et ils ont compris qui était M. Macron. M. Macron, d'ailleurs, dont le passage à Bercy, mais on aura l'occasion d'y revenir, a été une calamité pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour le monde agricole. Qu'avez-vous à dire sur l'affaire Fillon ? L'affaire Fillon, elle est sur toutes les bouches et dans tous les esprits. Justement, pendant que j'étais ce matin au Salon de l'Agriculture, il y avait, pendant l'entretien que j'ai eu avec le président d'honneur de la coordination rurale, il y a eu comment dirais-je, on suivait en direct la conférence de presse de monsieur Fillon. Bon. Moi, cette affaire, je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que, d'une part, c'est lamentable. Voilà. C'est minable. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des débats de fond sur l'élection présidentielle, or c'est quand même l'élection clé de notre système politique, puisqu'il ne s'agit pas de choisir quelqu'un ayant un programme en matière économique, sociale. Ça, ce sont les élections législatives du mois de juin qui viendront. Là, il s'agit de choisir le président de la République, le chef de l'État, celui qui, comme le disait Charles de Gaulle, sera en charge de l'essentiel, celui qui doit garantir l'indépendance nationale, qui doit garantir l'unité nationale, qui doit garantir le respect des traités, qui doit, par ses fonctions d'arbitrage, veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Donc ce sont des choses très importantes, historiques. Ça se perd dans une espèce de... on ne sait plus si c'est une comédie de boulevard ou si c'est un mauvais polar. Bon, voilà. Moi, je pense, il me semble que Monsieur Fillon aurait dû se retirer compte tenu de la situation qui lui est faite. Et je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, puisque tout le monde pose ces questions. Moi, j'entends quand même, il y a quand même énormément de gens, y compris à droite, qui sont quand même
qui sont quand même assez choqués de son maintien. Cependant, il faut voir aussi que les attaques qu'il subit ne tombent pas du ciel. Elles ont été organisées par des officines proches, semble-t-il, de M. Macron. On murmure, il suffit de lire sur Internet, qu'il y a des officines entre M. Macron et M. Hollande qui se sont ingéniées, en fait, à instrumentaliser la justice pour essayer d'empêcher les Français d'avoir un vrai débat et empêcher qu'il y ait le candidat des Républicains qui puisse, si peu que ce soit, menacer la candidature de M. Macron. Donc c'est au moins aussi choquant que le reste, parce que si effectivement ça mériterait de regarder un petit peu plus près ce qui s'est passé, ce qui est encore plus choquant peut-être, c'est de constater que au plus haut niveau de l'État, on manipule cette affaire avec l'aide des journalistes pour en fait essayer voilà, que l'élection soit tronquée, n'ait pas lieu. Donc tout ça est de très mauvaise. Tout ça est très mauvais. Voilà. Alors en plus de ça, c'est le camp des Républicains se déchire. J'ai vu que l'UDI arrête son soutien à la candidature de M. Fillon, puisque M. Fillon avait dit il y a 2 mois que s'il était mis en examen, il démissionnerait. Voilà qu'il va être mis en examen et il dit ben non, finalement, je vous ai fait une bonne farce, je ne démissionne pas. À ce moment-là, vous avez que M. Bruno Le Maire dit oulala, tout ça, je suis scandalisé, je me retire. À ce moment-là, M. Fillon dit comment M. Le Maire pouvez-vous vous retirer alors que vous-même vous embauchiez votre femme comme attachée parlementaire pendant 5 ans. Après ça, c'est l'UDI, c'est M. Lelouch et M. je sais pas qui sont là à prendre la tangente. Voilà. Tout ça, c'est assez lamentable. C'est à la limite le problème des Républicains. Mais c'est pas seulement le problème des Républicains, c'est aussi le problème quand même de notre pays, le problème de la France, le problème également d'ailleurs, et j'y reviens, des parrainages. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont choquées de constater que quelqu'un comme M. Fillon, alors qu'il a sur le dos des affaires, obtienne, soit le seul ce soir, qui est obtenu du premier coup les parrainages. Je rappelle que les parrainages, ce n'est pas un vote, c'est normalement un filtrage. Voilà. Ça veut dire que les gens qui ont parrainé Monsieur Fillon l'ont fait par esprit de parti. Or, normalement, le parrainage n'est pas un esprit de parti. Il s'agit simplement de sélectionner les gens dont on estime qu'ils sont dignes de participer à l'élection présidentielle. Il y a également une autre réflexion qui me vient à l'esprit quand on parle de cette affaire mal lamentable, c'est que les Républicains sont désormais bien piégés par l'affaire des primaires, comme d'ailleurs le Parti socialiste dans un autre domaine. Mais là, ils sont quand même très piégés par cette affaire des primaires, parce que si M. Fillon démissionnait en cours de route, ils vont faire quoi? Ils vont prendre le numéro 2 sur la liste, c'est-à-dire M. Juppé. Mais M. Juppé, il a un casier judiciaire qui est noir comme du charbon. Donc ça mettrait les rieurs. Les rieurs seraient de nouveau de sortie, parce qu'ils diraient attendez, on chasse quelqu'un qui est mis en examen, et puis maintenant on va avoir quelqu'un qui a été définitivement condamné. Donc alors ils vont chercher qui? Ils vont chercher un deuxième, troisième, quatrième couteau, mais quelle sera sa légitimité vis-à-vis des primaires? Voilà. En d'autres termes, je pense que ce système des primaires est une très mauvaise chose, qui d'ailleurs n'est pas conforme à l'intérêt des mouvements politiques, et n'est pas conforme d'ailleurs à l'esprit des institutions, n'est pas conforme en réalité à la France. C'est une œuvre d'importation, c'est du copier-coller des institutions américaines, et ça nous retombe dessus. Plus exactement, ça retombe sur ceux qui singent des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines. Eh ben, ma foi, voilà. Et c'est un petit peu bien fait pour eux. Voilà. Que pensez-vous de la situation aux États-Unis ? La situation aux États-Unis, elle suit son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que Monsieur Trump a franchi le cap plus d'un mois de présence à la Maison Blanche, un mois émaillé paraît-il, de messages Twitter, comment dirais-je, un peu inopinés ou impulsifs. Émaillé surtout d'une espèce d'hostilité constante des grands médias, sans compter aussi, vous vous rappelez, la démission forcée de son conseiller à la sécurité. Figurez-vous que donc hier, Donald Trump a fait un grand discours devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, et il a à cette occasion évoqué
un discours de rassemblement, un discours sur le thème l'Amérique d'abord, l'Amérique la plus forte, etc. Et puis il a annoncé au passage une relance considérable des dépenses d'armement du gouvernement américain, on a évalué le chiffre, enfin le nombre de 54 milliards de dollars de surcroît budgétaire pour le département de la Défense a été avancé, a été lancé. Alors d'un seul coup, moi je constate que d'un seul coup, les médias qui font du Donald Trump bashing tout au long de la journée, d'un seul coup, tout le monde s'est mis, y compris en France d'ailleurs, à dire formidable, voilà enfin un retour à la modération. J'ai vu ça dans je sais plus quel journal français. Voilà, Donald Trump plus modéré que prévu, plus modéré parce qu'il relance la course aux armements de 54 milliards de dollars. En fait, ce qu'espère l'oligarchie, c'est tout simplement qu'avec les différentes associations très coordonnées qui tendent à pourrir la vie de Donald Trump, eh bien que celui-ci finisse par céder. D'ailleurs, de fait, il y a quasiment tous les jours, il y avait un élément de scandale dans les médias, non seulement américains, mais dans les médias occidentaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut anticiper qu'il s'agit d'une politique, d'une stratégie délibérée qui consiste à pourrir tout ce que dit et fait Donald Trump, sauf s'il revient dans les clous fixés par les gens qui détiennent les grands médias et qui détiennent toute une série d'associations qui sont là pour pourrir la situation. Voilà. Alors tout ça n'est pas très sain, c'est moins que l'on puisse dire. On a l'impression que désormais les États-Unis d'Amérique sont sous la coupe de sociétés, alors financées sans doute par les trucs style Haute-Port, George Soros et compagnie, c'est-à-dire par cette oligarchie qui a décidé, eh bien tout simplement, de ne pas se laisser déposséder de son pouvoir et d'exiger du nouveau président des États-Unis d'Amérique qu'il file d'où. Voilà, je pense quelle est la situation aux États-Unis d'Amérique. C'est arrivé dans beaucoup d'autres pays. Les États-Unis d'Amérique ont une très longue expérience de déstabiliser les régimes étrangers qui ne leur conviennent pas et de forcer les dirigeants étrangers à suivre la politique qu'ils exigent. On le voit d'ailleurs avec la France, avec le pantin qui est actuellement à l'Élysée, et le nouveau pantin que l'oligarchie a décidé de mettre, qui s'appelle Macron. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit de s'attaquer désormais au dirigeant qui est à la Maison-Blanche lui-même. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau, avec le risque de déstabilisation des États-Unis. Et sur la scène européenne ? Sur la scène européenne, il y a eu une petite chose, une grande chose. La petite chose, ça c'est pas une petite chose, mais c'est la énième fois que l'on constate les autoblocages qu'il y a dans la construction européenne. Il y a eu un vote qui est arrivé à la Commission européenne au sujet des perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques plus répugnantes et plus dangereuses les unes que les autres, du style le bisphénol A, les dioxines, les phosphalates, je sais pas quoi, enfin bon bref, je ne connais rien. Alors, on trouve ça partout, dans les plastiques, dans les rembourrages de canapés, dans les sacs en plastique, dans un certain nombre d'objets de la vie quotidienne. Et on s'est aperçu bien que tous ces produits chimiques, surtout leur accumulation par contact ou par inhalation, finissaient par mettre dans le sang, dans le corps, ces produits chimiques qui s'appellent perturbateurs endocriniens parce qu'ils perturbent le fonctionnement normal des glandes endocrines et du corps. Voilà, il paraît qu'on a vu comme ça des enfants, des petites filles à 6 ans devenir pubères parce que justement elles étaient dans un environnement bourré de ces produits chimiques. Voilà. Alors, il était question d'avoir une position commune de l'Union européenne pour empêcher ces perturbateurs endocriniens, pour être très sévère dans la composition des produits. Et bien entendu, c'était le troisième vote, je crois. Et bien entendu, les 28 États se sont envoyés des noms d'oiseaux à la tête. La France souhaitait des interdictions très sévères sur ces produits. D'autres pays, notamment à l'Est, eux, étaient beaucoup plus laxistes. Sans doute d'ailleurs parce que les gouvernements, ils doivent s'en mettre un petit peu dans la poche. Allez, je retire. C'est peut-être une mauvaise pensée de ma part. Mais enfin, en tout cas, eux, ils n'ont pas le même degré d'exigence. Et bien entendu, tout ça a été agité par
toujours les mêmes sociétés de lobbying à Bruxelles qui agissent. Alors les industriels ont fait savoir que si jamais on prenait des mesures sévères d'interdiction, de restriction de ces produits chimiques, alors on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait coûter aux professionnels 155, 180, 200, 240 milliards de dollars. Ça fait partie de ces sommes qui sont lancées comme ça. Personne n'est là pour les justifier de quelque façon. C'est simplement des manœuvres habituelles d'intimidation. On l'a vu d'ailleurs dans un autre domaine. C'était Jean-Claude Juncker qui a dit récemment que que les Britanniques, ils allaient payer cher leur sortie du Brexit et que ça allait leur coûter. Je crois qu'il a lancé un truc du style 50 ou 60 milliards d'euros. On ne sait pas, il n'y a aucune explication là-dessus. On comprend mal d'ailleurs, puisque les Royaumes-Unis est à peu près à égalité avec la France, celui qui est le deuxième contributeur net à l'Union européenne. Le premier pays contributeur net, c'est l'Allemagne. Et ensuite, on a à peu près à égalité le Royaume-Uni et la France, avec à peu près 9 milliards d'euros par an de plus que nous donnons à l'Union européenne qu'on reçoit. Donc, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, comme si la France sort de l'Union européenne, c'est plutôt ceux qui ont des soucis à se faire, c'est plutôt la Commission européenne qui a du souci à se faire, qui en aura 9 milliards d'euros de moins chaque année, plutôt que pourquoi est-ce qu'il y aurait des coûts comme ça. Ça n'est absolument pas justifié. C'est ce que les partisans du Brexit au Royaume-Uni, lors du référendum qui a eu lieu le 23 juin de l'année dernière, appelaient de façon imagée, avec ce sens, cette capacité de la langue anglaise à faire des choses très concentrées. Ils appelaient ça Project Fear, c'est-à-dire, c'est difficile à traduire en français, un projet fondé sur la peur et pour terroriser les électeurs. On va le voir d'ailleurs en France. On va voir en France, ça a d'ailleurs déjà commencé. On a déjà vu en France, dans des journaux, il y a eu une espèce de recrudescence. Et ne doutez pas d'ailleurs que si j'obtiens, comme je l'espère, les 500 parrainages et que je suis candidat, ne doutez pas qu'on va présenter le Frexit comme l'abomination de la désolation, comme si c'était une catastrophe absolument inimaginable, et on vous sortira des nombres, des sommes ahurissantes. Ça coûtera à la France 50 milliards, 100 milliards d'euros, 250 milliards d'euros, 2516 milliards d'euros, n'importe quoi, un peu comme le nombre d'adhérents chez Macron. Hein, ça va se terminer, Monsieur Macron, il faut que la campagne se passe vite, parce que sinon, dans son parti politique, il y aura bientôt 612 millions d'adhérents chez Macron. Hein, c'est un petit peu le même genre. Voilà. Alors, à part ce vote sur les perturbateurs endocriniens, il y a eu aussi le discours de Juncker. Figurez-vous que M. Jean-Claude Juncker, entre deux verres de whisky, s'est avisé qu'il allait y avoir le 25 mars 2017, non pas le 10e anniversaire de l'UPR, enfin peut-être qu'il en a écho, d'ailleurs je ne sais pas, l'écho lui en est peut-être revenu, mais il y a le 60e anniversaire du traité de Rome. Et donc il a été décidé qu'il allait y avoir un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui allaient se réunir à Rome pour fêter 60 ans après ce fameux traité de Rome qui avait été signé côté allemand par Walter Hallstein, le juriste nazi d'Adolf Hitler, et qui a été le premier président de la Commission européenne. On le leur rappellera d'ailleurs. Hein. En vue de cette préparation, M. Jean-Claude Juncker a eu une idée. Voilà. Il a eu une idée. Il s'est dit qu'il allait falloir réfléchir à l'avenir de l'Europe. Je crois que ça doit être à peu près, me semble-t-il, la 917e fois que l'on réfléchit à l'avenir de l'Europe depuis 60 ans, puis il ne se passe pas d'années, de mois, de jours, où il n'y ait pas un responsable qui se dise « ce qu'il faut, c'est réfléchir à quelle Europe nous voulons. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une Europe plus démocratique. Ce qu'il nous faut, c'est une autre Europe. » Ben voilà, M. Juncker, il a fait le 918e épisode de ce gag « Quelle Europe voulons-nous ?» Alors il a décidé, il a eu des idées de génie. Il a bâti 5 hypothèses. La première hypothèse, c'est on continue. Ah, bon. On continue comme maintenant, c'est-à-dire le désastre. La deuxième hypothèse, c'est qu'on se rassemble uniquement sur le marché unique, c'est-à-dire qu'on réduit la voilure. La troisième hypothèse, c'est on fait une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire en fait on commence à démembrer l'Europe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on dit une Europe à 2 vitesses ou à 3 vitesses, ça veut dire qu'il y aura des pays qui feront des coordinations, des coopérations renforcées, comme on dit,
que d'autres resteront à l'écart. C'est-à-dire que le principe même d'un État-continent est en train de se déliter. Il y a une quatrième hypothèse, c'est plus d'Europe, là c'est le grand truc, plus d'Europe. Donc on va renforcer le budget, on va renforcer ci et ça. Et puis la cinquième hypothèse, je l'ai oubliée, mais en fait je m'en fiche, j'ai perdument. Bon. Et ça n'intéresse d'ailleurs personne. Alors ça c'est quand même intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce que vient de dire M. Juncker ? Eh ben ça vient de dire tout simplement que les élites euro-atlantistes commencent à paniquer vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils sentent bien que l'échafaudage est en train de crouler. Et quand vous êtes face à un château de cartes qui commence, où vous voyez qu'il y a une carte qui est très fragile et qui commence légèrement à glisser, ben vous savez que l'effondrement n'est pas pour très longtemps. Et c'est en fait ça l'essence même du discours de Jean-Claude Juncker. Eh bien, on va les laisser fêter à Rome le 60e anniversaire du traité de Rome. Mais nous, le même jour, le 25 mars 2017, eh bien nous allons fêter le 10e anniversaire de l'UPR, le 60e anniversaire du traité de Rome et, je l'espère, ma candidature à l'élection présidentielle. Avez-vous un dernier mot pour finir cet entretien ? Oui, j'en parlais à l'instant. Je voudrais lancer un appel. D'abord un appel à poursuivre les démarches auprès des maires. Il faut absolument se mobiliser parce que on est en phase finale. Donc ça a bien commencé, c'est vrai, mais je ne crie pas victoire. D'ailleurs, au passage, je ne crie pas victoire et je voudrais signaler que j'espère que les gens qui me font confiance peuvent constater que, encore une fois, j'avais raison de ne pas dire le nombre de promesses de parrainage. Parce que l'expérience que nous avons, c'est que, regardez, il y a des gens qui avaient annoncé, Oscar Temarou avait annoncé qu'il avait dépassé les 500 promesses de parrainage. Pour l'instant, il en a eu une. Bon, l'indépendantiste polynésien proche du Parti socialiste. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Olivier Régis, qui avait eu droit, je crois, à une double page dans le Parisien où il avait annoncé qu'il avait, je sais plus combien, 750 parrainages. En réalité, il y en a eu 0 pour l'instant. Voilà, donc il ne faut pas se laisser abuser. Encore une fois, faites-moi confiance. Ne vous laissez pas abuser par les effets d'annonce dans les médias. Si je n'ai pas dit le nombre de promesses de parrainage que j'ai, c'est que j'ai mes raisons. C'est que les promesses de parrainage, tout le monde peut dire n'importe quoi. La seule chose qui compte, c'est ce qui se passe en ce moment, là, maintenant. Donc que tous celles et tous ceux qui m'écoutent, si vraiment ils ont la possibilité, s'ils ont dans leur entourage ou s'ils sont maires eux-mêmes, je lance ici un appel aux maires, parce qu'il y a des maires qui me regardent et qui m'écoutent, notamment des maires qui m'ont parrainé. Je leur demande instamment de parler à certains de leurs collègues. Il faut absolument que tous ensemble on atteigne les 500 pour le 17 mars. Le 17 mars, c'est le dépôt final des derniers délais. Normalement, la liste définitive sera publiée par le Conseil constitutionnel, je crois savoir, le 20 mars. Le 25 mars, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, nous avons le 10e anniversaire de la création de l'UPR, 60e anniversaire du traité de Rome. Je l'ai déjà dit, je le redis, ça va être normalement une grande fête, une grande manifestation publique. Si je n'ai pas les parrainages, évidemment, elle sera teintée d'amertume, mais nous présenterons quand même de nombreux candidats aux élections législatives pour lesquels on est en train de fixer les investitures. Et puis si j'ai les parrainages, évidemment, ça sera un coup d'envoi vraiment spectaculaire de la campagne pour la présidentielle. J'ai donc lancé un appel, voici déjà quelques temps maintenant. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au moment même où je parle, donc nous sommes le 1er mars, nous avons déjà, tenez-vous bien, 2147 personnes inscrites. Je m'adresse donc à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Venez vous inscrire, c'est gratuit, l'entrée sera gratuite. Je rappelle que c'est à Paris, à la porte de la Villette, que ça commencera c'est un samedi en plus, donc ça tombe assez bien pour les gens qui ne travaillent pas le week-end. Ça commencera aux alentours faudra être présent vers 15h, et ça durera à peu près jusque vers 21h ou 22h. Il y aura des animations, il y aura une boutique, il y aura des vidéos, il y aura des invités français et étrangers, il y aura mon discours, et puis il y aura, je l'espère, il y aura notamment, surtout si je suis candidat, évidemment, tous les grands médias nationaux, que ce soit la radio, la télévision. Voilà, donc mobilisez-vous, venez.
2147 inscrits d'ores et déjà, alors que c'est dans 3 semaines, non même plus de 3 semaines, c'est dans 3 semaines et demie. Ça nous donne à penser que le pari qu'on a fait de rassembler énormément de monde va être tenu. Encore faut-il que vous vous mobilisiez. C'est très important. Autre mobilisation qui marche bien, mais qu'il faut continuer et qu'il faut poursuivre, c'est la collecte financière pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors bien entendu, il ne m'a pas échappé qu'un certain nombre de personnes attendent de voir un petit peu si j'ai ou pas les parrainages. J'espère que si j'ai les parrainages, là, je pense qu'on aura une croissance vertigineuse de cette collecte. Mais je rappelle que la collecte financière que nous faisons n'est pas uniquement pour l'élection présidentielle, c'est aussi pour les élections législatives. Et que parrainage ou pas parrainage, nous irons aux élections législatives. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui même, notamment d'ailleurs après la première parution des parrainages obtenus par le Conseil constitutionnel tout à l'heure, nous avons eu naturellement une petite poussée très sympathique de dons et d'adhésion, de telle sorte qu'au moment où j'ai commencé ce discours, cet entretien, nous comptabilisions 5322 contributeurs distincts, personnes physiques différentes les unes des autres, sachant qu'un même contributeur a pu à la fois verser un don plus une adhésion ou sa cotisation annuelle à l'UPR, et 5322 contributeurs depuis que j'ai lancé cet appel à collecte de fonds le 12 décembre dernier. Et pour un montant de collecte qui a atteint 604 799 € au moment où je commençais cet entretien d'actualité. Voilà. Ça veut dire qu'entre le 12 décembre et le 1er mars, c'est-à-dire très exactement, à peu près exactement en 2 mois et demi, nous avons quand même collecté presque 605 000 € auprès de 5 322 contributeurs. Toutes les personnes qui connaissent la politique, toutes les personnes qui connaissent comment fonctionnent des collectes, reconnaissent que c'est un petit tour de force, voilà. Et ce tour de force va devenir grand si j'ai bien les parrainages. Donc mobilisez-vous. Je pense qu'on tient le bon bout, mais maintenant c'est au peuple français de se déterminer. Je voudrais terminer là-dessus. Ce qui est en train de se passer est à peu près sans précédent. Si j'arrive à avoir les 500 parrainages, ça sera sans précédent que quelqu'un ait réussi en 10 ans de temps seulement à atteindre, à avoir créé un parti politique en partant de rien, qui vient de dépasser les 16 200 adhérents, c'est beaucoup, qui est en croissance verticale, un parti politique qui ne dépend que des Français. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire et en l'espace de 10 ans, eh bien peut-être même en moins de 10 ans, eh bien le président fondateur, soutenu par personne, c'est-à-dire par personne, j'entends par là par aucun média, par aucun financier, par aucune banque, par aucun des milliardaires qui pilotent Macron par exemple, que cette personne soutenue uniquement par vous, c'est-à-dire par le peuple français, eh bien cette personne parvienne à devenir candidat à la présidence de la République. Tout ça est quand même de bon augure pour la suite des événements. Continuons à nous mobiliser et garder confiance. Vive la République et vive la France.